Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de vous inviter à cette troisième conférence en ligne des rendez-vous de résilience. C'est une occasion de pouvoir interagir avec vous, patients de notre communauté résilience, et converser avec nos experts. Je me présente Anne-Sophie, j'ai été moi-même patiente quelques années en arrière, et aujourd'hui je m'occupe des programmes de soins de support digitaux que vous retrouverez d'ailleurs tout bientôt au sein de l'application. À mes côtés pour ces rendez-vous, nous avons notre super docteur Jacques, qui est psychiatre chez Résilience. Fanny a travaillé une dizaine d'années en cabinet spécialisé dans l'accompagnement des patients atteints de cancer. Elle a par la suite été entrepreneuse digitale sur la santé mentale et a rejoint l'an dernier Résilience pour travailler avec nous sur les problématiques de santé mentale et cancer. Nous avons également en ligne une partie de l'équipe avec Sarah et Morgane qui seront également à votre écoute pour modérer les questions que vous poserez dans le chat auxquelles nous répondrons avec Fanny. Petit avertissement, évitez des questions concernant particulièrement votre parcours de soins à vous, étant donné que nous sommes dans une approche générale et que le docteur Jacques n'est pas votre médecin traitant. Nous vous invitons à ajouter vos questions directement dans la partie questions-réponses via le bouton Q&R. Je les partagerai à Fanny au fil de la conversation. Et si vous souhaitez poser votre question à voix haute, vous pouvez lever la main en cliquant sur le bouton Lever la main et nous vous donnerons la parole. Vous n'aurez qu'à ouvrir votre micro sans ouvrir votre caméra. Enfin, sachez qu'en fin de live, nous vous soumettrons quelques questions de sondage pour avoir vos retours sur cette expérience et vos idées sur les thématiques que nous pourrons aborder par la suite. Fanny, je te laisse te présenter et dire en quelques mots la thématique de ce soir. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup Anne-Sophie pour l'introduction. Donc, en effet, je m'appelle Fanny, je suis médecin psychiatre et donc je travaille chez Résilience à la fois sur tous les aspects de la santé mentale et des soins de support en oncologie. Et puis également, je travaille d'ailleurs avec la collaboration d'Anne-Sophie sur l'élaboration de certains programmes dédiés juste plus particulièrement aux symptômes de santé mentale comme la fatigue, l'anxiété ou la dépression au sein de l'application. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de je ne vais même pas l'appeler symptôme parce que ce n'en est pas un, mais voilà, d'un phénomène, on va dire, qui s'appelle la peur de la récidive, la peur de la récurrence. C'est vraiment très, très connu, bien sûr, en oncologie. Ça porte même un nom. On appelle ça le syndrome de Damoclès, comme son nom l'indique, puisque pour un patient qui a eu un cancer, il peut avoir vraiment ce sentiment de l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Et c'est vrai que quand les traitements du cancer se terminent, un petit point sur toutes les émotions qu'il est assez classique de ressentir une fois qu'on a fini ou qu'on est sur la fin de ces traitements. Il va y avoir tout un mélange d'émotions positives et puis aussi plus négatives. Et c'est bien ça le paradoxe. Et encore une fois, de mon point de vue de médecin, c'est plutôt normal. J'en ai vu plein, moi, des patients en fin de parcours et qui, en fait, n'étaient pas contents de ne pas être contents, mais c'est plutôt normal et donc il faut pas s'inquiéter si on ressent des choses assez ambivalentes. Évidemment, dans les choses positives que l'on va ressentir, c'est le soulagement. J'ai tenu bon, j'ai fini ma chimiothérapie, ma radiothérapie, je peux être enfin un peu tranquille. En effet, on se repose, on se détend parce qu'on a quand même moins de rendez-vous médicaux, on fait moins d'allers-retours, on est moins hospitalisé, on a moins d'examens invasifs. Et puis, la joie de récupérer tout simplement des projets, quoi. On va peut-être pouvoir repartir en week-end, en vacances, refaire des choses qu'on ne faisait plus parce que notre agenda était vraiment ponctué par tous ces rendez-vous. Mais, et c'est le paradoxe, on a beau être super heureux par tout ce temps à venir, on peut aussi ressentir du vide, une sensation de panique parce qu'on a l'impression, je trouve que les patients ils ont l'impression qu'ils vont être moins bien surveillés et que du coup, ils vont rechuter. Parce que d'un seul coup, on ne parle plus avec l'équipe médicale, je te vois acquiescer Anne-Sophie et tu vas me compléter, mais moi, c'est le sentiment que j'avais en parlant avec les patients. Finalement, ils ne voient plus l'équipe chaque jour, chaque semaine, mais d'un seul coup, c'est une fois tous les 3 mois. Et on a l'impression que parce qu'on voit moins l'équipe,
on va être moins bien surveillé et que donc on va plus rechuter. Donc ça, c'est un premier sentiment assez classique. Il y a aussi un sentiment, il peut y avoir un contre-coup au moral. Moi, je l'ai déjà noté chez les patients. Ils ont tenu bon comme une sorte de décharge d'adrénaline. Ils ne se sont pas laissés abattre pendant toute la période des traitements. Et une fois que les traitements sont finis, il y a une sorte de contre-coup, on lâche prise et on peut ressentir une tristesse. Un autre phénomène que j'ai vu, moi, sur la fin des traitements, c'est parfois le détachement des proches qui, eux, se remettent très vite dans la vie normale. Ils ont l'impression que le plus dur est passé et que donc il faut reprendre la vie exactement là où on l'avait laissé. Sauf que pour une personne qui est atteinte de cancer, qui a été atteinte de cancer, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La vie d'avant, elle est plus la même. Elle sera jamais la même. Il faut accepter de plus être la même personne. Cette maladie, elle vous transforme physiquement et psychologiquement quasiment pour toujours. Et ça, l'entourage, ils le comprennent pas forcément, ils le voient pas. Eux, ils pensent qu'on peut repartir du point où on en était resté au moment de l'annonce il y a 6 mois ou il y a 1 an. Et justement, dans ces transformations physiques et psychologiques que vivent les patients après la maladie, il y a ce fameux syndrome de Damoclès. Et donc, justement, il va falloir vivre avec cette peur de la récidive et comment vivre avec elle pendant plusieurs années souvent. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pathologique, c'est tout ça, je pense, qu'on va aborder ce soir. Je ne sais pas si tu veux me compléter, Anne-Sophie, sur ces émotions ressenties en fin de prise en charge. Ouais, je suis assez alignée avec toi. Je pense il y a plusieurs choses. Souvent, ce qui revient des patients, et je l'ai moi-même vécu, c'est que on arrive à la fin des traitements, donc à la fin de ce marathon où on a enchaîné les étapes et les traitements. Et ça peut être de la chimio, ça peut être de la radiothérapie, ça peut être une grosse chirurgie ou 2 chirurgies ou 3 chirurgies. On arrive au bout de ce qu'on appelle les traitements actifs. Là, on a un bilan du médecin et le médecin nous dit, bon, bah voilà, il n'y a plus de cellules tumorales actives dans le corps. Donc, vous allez rentrer en phase de surveillance, ce qu'on appelle la phase de rémission. Seulement, cette phase de surveillance, les proches l'entendent la plupart du temps comme rémission égale guérison égale tout va bien. Donc, le patient va redevenir celui qu'il était avant de tomber malade. Or, le patient qui fait face à cette nouvelle étape, lui, est confronté à tout un tas de questions, de questionnements sur son quotidien, sur le choix de son orientation professionnelle, sur ses choix de vie, sur bien remettre un peu tout en question parce que il y a d'un coup cette deuxième chance à la vie. Donc le côté un peu, la vie est à nouveau un cadeau maintenant pour moi, chaque jour est un cadeau et donc j'ai besoin de donner du sens. Je ne sais plus dire non, je dis oui à tout, je m'éparpille. Donc niveau fatigue, je peux aussi être dans un niveau de fatigue encore plus accru alors qu'en plus, le corps vient de traverser des traitements plus ou moins longs qui sont venus l'affecter. Donc la fatigue va être un sujet un peu à essayer de gérer. En même temps, il y a cette respiration, comme tu disais, effectivement, de j'arrive en rémission, donc je peux à nouveau mettre des choses en place, des projets. J'ai la fatigue physique, mais j'ai l'envie de faire plein de choses avec des proches qui ne comprennent pas forcément cette étape de vie dans laquelle on est. Et avec effectivement aussi cette question de je rentre en phase de surveillance, comme dit l'oncologue, et donc qui dit surveillance dit je vais avoir des rendez-vous réguliers à l'hôpital où je vais juste venir vérifier que tout va bien. Mais ces étapes-là peuvent être source d'énormes stress parce que je vais vérifier que tout va bien, mais donc il y a la possibilité que tout n'aille pas bien et qu'à nouveau on puisse me retrouver quelque chose le jour où je vais faire les examens. Et donc souvent ces examens peuvent être source de gros pics de stress. Et c'est d'ailleurs un témoignage qu'on a reçu d'une question pour toi, Fanny, d'une patiente qui disait je suis en rémission et comme tu disais tout à l'heure, donc elle explique que du coup je suis revenue à la maison, mais je suis plus dans le contexte hospitalier bienveillant où tout le monde acceptait que j'étais chauve, que j'avais pas de cheveux et que j'étais en traitement régulier. Je me retrouve à la maison, j'ai plus ce cocon. Mes proches ont l'impression que je redeviens celle que j'étais avant et que à nouveau j'ai plus d'énergie et que tout va bien. Seulement là, dans 2 semaines, j'ai mon check-up. Je dois faire un scanner, une IRM mammaire, une radio, une prise de sang. Et tout ça m'angoisse. Et je n'arrive pas à demander à mes proches de pouvoir être à nouveau présent à mes côtés pour m'accompagner pour ces examens. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, tout d'abord, la réponse est un peu dans la question. Alors, j'en reparlerai tout à l'heure. J'ai entendu le 2 semaines, donc c'est dans 2 semaines. Donc, c'est ces 2 semaines là-dessus, c'est bien sûr là-dessus qu'il va falloir travailler. Mais évidemment, je pense que pour les personnes qui me connaissent, elles commencent à connaître mon mantra, que évidemment,
communication est essentielle. La première chose à dire quand même, c'est que la peur de la récidive, elle est normale. Et moi, j'ai jamais vu aucun patient en fin de traitement ne pas avoir cette peur de la récidive. Elle est quasiment, je pense, toujours présente dans les premiers mois qui suivent la fin des traitement. Et après, on en reparlera, soit elle va s'estomper, soit non, soit elle va durer, et puis soit elle est normale, ou soit elle prend trop d'ampleur et on peut la considérer comme pathologique. Et là, il faudra aider le patient, mais peut-être on en parlera un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'est un symptôme qui est normal. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la peur de la récidive touche aussi les proches. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de le communiquer, parce que bien souvent, les proches n'osent pas en parler. Il y a une sorte de croyance, de pensée magique de si j'en parle, je risque de provoquer le fait que ça va arriver. Ou si j'en parle et que elle ou lui n'y pensait pas, bah, je vais lui donner l'idée qu'il va peut-être récidiver. Donc surtout pour le proche, en fait, les proches, ils n'en parlent pas. Et je vois bien souvent que le comportement des proches, justement, ceux qu'ils choisissent, c'est d'être comme avant. On va se remettre, on va être comme avant, on va faire l'entourage normal, le conjoint ou la conjointe normale, les enfants normaux. On va garder nos préoccupations pour nous. Histoire que ça ne nous porte pas la poisse. Donc je rappelle que ça, c'est de la pensée magique et c'est pas parce que on dit qu'on va gagner au loto qu'on va gagner au loto. Donc, c'est pas parce qu'on exprime la peur d'une récidive que ça va arriver, première chose. Et puis après, ben, effectivement, la famille, elle veut être normale pour pas alerter l'autre. Mais sauf que bah là, en l'occurrence, pour cette patiente, finalement, c'est assez mal vécu que d'avoir des gens complètement normaux comme avant avec elle. Donc, il faut vraiment communiquer parce qu'il est probable que les proches aussi éprouvent cette peur de la récidive, mais n'osent pas en parler. Et ensuite, mais je pense qu'on y reviendra, eh bien, comment gérer? Eh bien, on va y revenir vraiment, mais ça s'apprend, c'est un travail du quotidien. C'est apprendre à vivre avec de l'incertitude. Et ça, l'être humain, il n'aime pas bien ne pas maîtriser. Et donc, il va falloir tout doucement apprendre à tolérer l'incertitude, puisque l'incertitude, elle existera toujours. Et donc là, cette patiente, en l'occurrence, c'est dans 2 semaines, c'est son suivi. Et donc, il faut vraiment, on va y revenir, s'accrocher sur l'ici et le maintenant. Ce qui est une source d'inquiétude dans 14 jours, eh ben, elle sera en mesure de s'inquiéter dans 14 jours pour ça. Une fois qu'elle sera dans l'attente de ses résultats. Là, c'est OK. S'inquiéter 14 jours en avance alors qu'elle a, hélas, que de l'incertitude et aucun pouvoir, eh ben, c'est pas OK. Mais plus facile à dire qu'à faire. Et ça s'apprend en fait. Ah bah, je suis entièrement alignée avec toi. Je pense que effectivement, être dans l'instant et effectivement, la rémission, ça peut être à la fois quelque chose de très enthousiasmant, de très positif, et à la fois, effectivement, empreint de tous ces doutes, de toutes ces questions, de ce qui pourra être demain. Mais l'idée, c'est d'être dans aujourd'hui, dans ce que je vis là maintenant, et de pleinement vivre cette joie. Comme Fanny le dit très justement, communiquer, en fait, dire ce qu'on ressent en toute vulnérabilité et en disant, en parlant en jeu, je ressens que j'ai peur des examens, j'ai peur de ce qui pourra être éventuellement trouvé. Je ne sais pas par quel bout prendre ma vie, je ne sais pas comment vous vivez les choses aussi, parce qu'effectivement, c'est pas cette maladie, on en est conscient et c'est un peu le sujet de nos échanges depuis 3 mois. C'est de montrer que bah, le cancer n'affecte pas seulement le patient, mais il affecte aussi toutes les personnes autour, donc la famille, donc les proches, donc les amis qui n'osent pas forcément en parler. Et effectivement, là, pour cette patiente en question, c'est dans 2 semaines, donc il y a le temps aussi de pouvoir en parler autour de soi, de pouvoir trouver le ou la confidente à qui on aimerait demander de venir avec nous pour un examen. Et ça peut être aussi de demander à quelqu'un d'autre de venir avec nous au rendez-vous avec l'oncologue, en fait. On peut demander à plusieurs personnes d'être présentes pour ne pas laisser la charge sur une seule personne, mais répartir la charge auprès de la famille. On peut aussi laisser libre à la famille en disant, bah, si vous faites des conseils de famille, qui avait été un peu le conseil de Fanny sur le rendez-vous précédent, sur comment on en parle auprès des proches et de la famille, s'il y a ces fameux conseils de famille, c'est de dire, bah, maintenant je suis en rémission, mais
à la fois c'est génial parce que la maladie est derrière moi, les traitements sont derrière moi en tout cas, et j'avance et je peux rebondir. Seulement, il y a quand même ces check-ups tous les 3 mois qui sont source d'angoisse pour moi parce que le check-up veut dire qu'on va me refaire des examens et qu'il y a quand même cette possibilité qu'on retrouve quelque chose, soit au même endroit, soit ailleurs. Et ça, c'est source de beaucoup d'angoisse pour moi. Et donc, j'aimerais, si c'est possible pour l'un d'entre vous, l'une d'entre vous dans la pièce aujourd'hui ou dans les amis proches, de pouvoir être présent à mes côtés pour l'un des examens que je dois faire avant le rendez-vous ou pour venir avec moi à l'hôpital le jour J et entendre ce que dira l'oncologue à mes côtés, ça me soulagerait, ça me ferait beaucoup de bien, ça m'apaiserait. Et de voir la réaction des proches autour de soi quand on partage ce vécu-là, c'est aussi renforcer les liens et aussi juste être dans une authenticité, en fait, de dire vraiment là où vous en êtes, ce que vous ressentez, vos doutes, qui seront peut-être partagés ou non, mais ça permettra un espace de parole qui permettra à chacun de se positionner et d'entendre l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Donc c'est sûr que pouvoir communiquer, pouvoir anticiper aussi, puisque 14 jours, 2 semaines, c'est aussi le délai de pouvoir anticiper, de s'organiser, de pouvoir mettre des choses en place. C'est génial et ça permet aussi, en tant que patient, s'il y a des questions, encore une fois, que ce soit pendant l'annonce, pendant les traitements ou dans l'après-maladie, d'avoir un cahier dans lequel vous notez toutes les questions que vous pourriez avoir pour votre oncologue. Sur la rémission, on peut aussi avoir plein de questions sur la sexualité, sur la fertilité, sur quand est-ce que je peux retourner au travail, sur toutes les questions qui vous viennent à l'esprit sur cette phase de rémission, cette phase de surveillance. N'hésitez pas à les noter pour pouvoir les aborder avec votre oncologue le jour J quand vous irez le rencontrer et qui vous fera part des résultats d'examen. Puisque bien souvent, dans les examens qu'on va faire avant ce rendez-vous de surveillance, les radiologues ne seront pas habilités à vous partager les résultats de ces examens. Donc, c'est effectivement une phase de stress, mais ne vous inquiétez pas, l'oncologue vous donnera tous les résultats quand vous le verrez. Et effectivement, du coup, venir accompagner permet d'avoir une autre paire d'oreilles qui entendra les retours donnés par l'oncologue. Donc, si je prends maintenant, c'est drôle puisque dans la même logique, on a un retour d'une maman qui dit cette phase un peu de rémission, de surveillance, il y a à la fois des périodes où ça va mieux, des périodes de répit, elles sont précieuses, mais elles sont aussi courtes parce que mon enfant a des contrôles tous les 3 mois, enfin mon adolescent a, ce n'est plus un enfant, mais a des contrôles tous les 3 mois. À chaque rendez-vous, on se demande ce qui va se passer. Et on se dit, si rien ne se passe et que c'est stable, tant mieux. En revanche, aussi à se préparer au pire. Et cette maman de dire, enfin, je ne m'autorise pas à en parler à ma fille, en fait. Donc, toutes ces émotions qui me traversent, à la fois pendant ces traitements, j'essayais de gérer au mieux et de gérer la fratrie, gérer la famille et de l'accompagner, elle, dans ce qu'elle vivait dans la maladie. À la fois maintenant, une fois en rémission, à la fois, on a envie de revenir à un quotidien qui est plus normal pour la fratrie, pour les enfants, pour le couple, pour le travail, pour tout ce qui fait le quotidien, entre guillemets, normal. À la fois, je sens qu'elle est dans des questionnements sur lesquels je ne suis pas forcément capable de l'accompagner. Et à la fois, j'ai aussi, moi, mes propres questionnements de comment l'accompagner et comment, moi, gérer mes émotions. Comment faire, par quel bout prendre ce sujet et cette épée de Damoclès qui est à la fois au-dessus de la tête de ma fille et à la fois au-dessus de la mienne. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait. Hein, je pense ce syndrome de Damoclès, il existe chez le patient et il existe également chez les aidants, dans l'entourage, les parents, les conjoints, les enfants, etc. C'est bien pour ça qu'il faut en parler. Peut-être que là, en l'occurrence, c'est vrai qu'en plus, la situation particulière d'un enfant, enfin, d'un adolescent, c'est vrai que c'est difficile, mais peut-être, évidemment, encore une fois, c'est pas en verbalisant qu'on va faire en sorte que la chose va advenir ou pas. Donc la première je pense, des choses à faire est de demander à cet ado, est-ce que toi, tu as peur? Comment tu te sens au moment des examens qui reviennent tous les 3 mois? Est-ce que tu as peur? Comment est-ce que cette peur, elle se manifeste? Est-ce que tu dors pas de la nuit la veille, l'avant-veille? Est-ce que tu fais des crises d'angoisse? Est-ce que ça te traumatise ou est-ce que justement tu le vis très bien et que tu es super confiant? Je pense que la première chose à demander, c'est est-ce que cet ado, il a également ces symptômes de peur de la récidive ou pas? S'il les a, alors il faut les affronter ensemble et en discuter ensemble. S'il les a pas, alors bien tant mieux. Et c'est la maman qui va devoir travailler sur ces symptômes-là toute seule. Mais voilà, il faut vraiment, je pense, le questionner là-dessus. Et puis, il faut essayer
capacité de faire, c'est dur, hein, mais de faire la part des choses entre finalement ce qui est de l'ordre de la résolution de problèmes et de la rumination. Quand on commence comme ça à s'inquiéter en se disant ça y est, le bilan de santé de mon enfant arrive, et on tourne en rond. Est-ce que ça a du sens de le faire? Est-ce que ça peut nous aider à avancer? Alors peut-être que oui, parce que si l'enfant aussi est préoccupé, ben, peut-être qu'on peut mettre en place des stratégies, aller dormir à l'hôtel la veille, faire un cinéma, un truc différent, se changer les idées, etc. Ou est-ce que c'est en fait une rumination qui tourne en boucle et qui n'apporte en fait aucune solution? Parce que bien souvent, c'est ça qui se passe dans la peur de la récidive. On n'a pas de solution concrète à proposer. Oui, il y a des examens, on n'a pas le pouvoir dessus, mais malgré tout, on y pense. Mais à quoi ça sert d'y penser? Tout seul dans son coin. Alors, soit on le verbalise, on en parle avec d'autres, on décharge, on travaille sur un plan de nos pensées, on y reviendra, ou sur un plan des comportements. Encore une fois, on change les idées, on fait de la méditation, on profite de tous ces 3 mois pour le sacraliser et en faire un moment finalement un peu sympa. On inverse la tendance en se disant toutes les veilles de tous ces 3 mois, on se fait un super resto, on se fait un parc d'attractions pour un ado ou que sais-je encore. Soit on en parle, mais si on voit qu'en fait ça ne sert à rien et qu'on rumine tout seul, il faut vraiment réussir à faire la part des choses. On dit souvent, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et en fait, oui, là, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution face aux résultats des examens sanguins ou des examens d'imagerie. Donc, en fait, il n'y a pas de problème. Après, encore une fois, bien plus facile à dire qu'à faire, mais ça s'apprend. C'est une vraie gym mentale que d'apprendre à repousser la pensée d'un événement qui n'est pas encore là et qui peut-être ne viendra jamais. C'est une gymnastique mentale du quotidien. Ouais. Non, je suis entièrement alignée avec toi. Je vais te donner des trucs et astuces après pour Yes. cette. Non, mais en tout cas, effectivement, c'est de pouvoir en parler, d'avoir à nouveau cet espace de parole et pourquoi pas, sinon, pour cette maman, de consulter, de consulter un psy extérieur en ville qui puisse lui permettre d'avoir cet espace d'échange. Si son conjoint ou si dans sa famille, il n'est pas possible de pouvoir parler de ces sujets ou que ça pèse trop sur le quotidien. Tout à fait, soit toute seule, soit avec son enfant. Ah oui, et une dernière chose, j'ai entendu qu'elle disait qu'elle essayait de se préparer au pire. Ouais. Et donc ça, je crois que, là, mes années d'expérience avec les patients me font dire que ça marche pas trop. Et que en fait, et donc du coup, pour le coup, je la comprends. Hein, elle a essayé de trouver une solution à ce problème de rumination en se disant bon allez, si j'ai une mauvaise nouvelle, voilà comment. Enfin, et on essaye, en y pensant, on a l'impression qu'on va se préparer au pire, mais hélas, je crois que si on a pensé constamment pendant 4 ans à la récidive et qu'au final, au bout de 4 ans, on apprend qu'on a une récidive, honnêtement, je suis vraiment pas certaine que ça nous aide d'y avoir pensé pendant les 4 années précédentes. On ne peut pas se préparer, on peut pas en fait se préparer à ça. Tout ce qui se sera passé, c'est que on aura sans doute un peu perdu du temps et gâché des moments qui auraient pu être bons pendant ces 4 années précédentes. J'avais vraiment plusieurs types de patients, des patients qui n'arrivaient pas à y penser, des patients qui y pensaient. Bon, si j'avais fait une étude entre les deux groupes de patients, pour les quelques-uns qui ont dû avoir à subir une récidive, il n'y en avait pas qui étaient mieux préparés parce qu'ils n'avaient pas cessé d'y penser. Hein. On peut pas s'y préparer. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de solution. Et que l'unique solution, c'est d'essayer de débrancher un petit peu le cerveau. De vivre l'instant présent et de ne pas se projeter. On a souvent tendance à se projeter soit dans le passé, soit dans l'avenir. Et en fait, c'est l'instant présent qu'il faut vivre. Et vous avez traversé, quand on arrive en rémission, on vient de traverser les traitements actifs et tout cette espèce de marathon médical très intense. Là, le sas de rémission, de surveillance, c'est un sas de répit, un sas de je peux respirer. Et tous les 3 mois, c'est à chaque fois une étape, une brique de plus qui m'emmène plus loin de la fin de mes traitements. On sait que le risque de rechute est très important dans les 2 années qui suivent les traitements.
chaque 3 mois, c'est une brique de plus à célébrer, ou chaque 4 mois, ou chaque 6 mois, peu importe la surveillance, mais de célébrer ces étapes qui nous distancient de la fin de ces traitements et donc de la santé et de célébrer chaque instant, chaque moment, sans forcément repousser à plus tard. Je suis très alignée avec ça. Entre-temps, on a eu une question donc, de l'une des participantes, Hélène, qui nous dit: Bonjour, j'ai eu peur de la récidive juste après mon opération pendant très peu de jours et je pense qu'après mon traitement, cette peur reviendra. Donc, comment anticiper? Bonsoir Hélène. Alors tout d'abord, si vous avez eu peur quelques jours, enfin encore, voilà, peut-être la première chose, je remets mes idées en place, c'est de faire le distinguo entre ce qui est, on va dire, un peu normal et un peu plus pathologique. D'avoir eu peur de la récidive ou de ne pas être bien après la chirurgie, c'est normal. Donc je ne peux pas vous dire comment anticiper sur quelque chose qui est une réaction totalement humaine et normale. On ne peut pas vous la supprimer, cette peur d'un coup de baguette magique. En revanche, là où nous, en tant que psychiatres, on peut s'inquiéter et se dire qu'il va falloir travailler cette peur de la récidive, c'est si les pensées, elles ne vous quittent pas, si elles se prolongent au-delà de quelques semaines ou mois, si elles prennent tellement d'intensité qu'elles empêchent en fait la vie du quotidien parce que vous y pensez tout le temps. Si, par exemple, la veille d'une IRM de contrôle, très mal dormir, c'est normal. Ne pas dormir pendant 3 semaines, les 3 semaines de la veille de l'IRM, enfin les 3 semaines avant l'IRM de contrôle, là, c'est déjà un peu plus préoccupant et il faut en parler. Si ça donne aussi des crises d'angoisse, qu'on appelle des attaques de panique, où vraiment les patients, ils paniquent totalement, ils ont l'impression qu'ils n'arrivent plus à respirer, etc., avant les examens, ça peut arriver. Ou si vous souffrez de ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique, et on le disait, je le disais un peu en introduction, c'est véritablement traumatisant comme un accident de vie peut l'être. Anne-Sophie, tu le disais aussi, ça vous transforme de façon considérable et durable, comme après avoir eu un grave accident de voiture, etc. On a éprouvé vraiment dans ces 5 sens ce qu'est la maladie, ce qu'est la mort. Et une fois qu'on sait, on ne peut plus jamais être pareil. Et évidemment qu'on a peur que ça recommence et que les premières fois qu'une personne qui a eu un accident de voiture va reprendre sa voiture, ça va être très compliqué. Parce qu'en plus, on a l'impression que cette fois-ci, on ne pourrait pas le supporter. Tant qu'on ne sait pas, en fait, ça n'existe pas. Mais donc, cette peur de la récidive, elle est vraiment normale. Mais elle peut prendre vraiment l'aspect d'une sorte de psychotraumatisme où on va faire des cauchemars. En se disant qu'on retombe malade, où on va revivre en permanence des scènes de la maladie, notamment les scènes de l'annonce, les scènes de la chimiothérapie, de la chirurgie, du réveil à l'hôpital. Ou alors, il y a des patients qui vont développer quasiment des TOC, des comportements un peu obsessionnels sur leur état physique. Ils vont toujours être en train de contrôler leur température. Est-ce qu'ils vont être dans une hyper écoute de leur corps qui vont faire qu'en plus, ils vont trouver des choses. Parce que si on écoute vraiment notre corps, on a toujours un peu mal partout, un petit peu mal à la tête ou un petit peu fatigué. Ils vont avoir un sentiment comme ça de menace qui est permanent. Si jamais on en est là des symptômes, alors là, c'est important quand même de consulter. Et c'est tellement fréquent, Hélène, qu'il y a même un questionnaire qui existe. Si vous le voulez, je pense que vous pouvez le trouver en ligne. C'est un questionnaire qui s'appelle IPRC. C'est l'inventaire de la peur de la récidive du cancer. C'est justement pour savoir, inventaire de la peur de la récidive du cancer, c'est un questionnaire qu'on peut faire soi-même pour voir un peu si votre peur de la récidive, elle est plutôt normale ou si vraiment l'intensité est trop forte. Et si les réponses au questionnaire montrent que l'intensité est trop forte, là, c'est important de consulter. Mais sinon, Hélène, anticiper, c'est pas vraiment possible. Il faut juste regarder si, encore une fois, on est dans le normal ou si c'est trop présent. Et si c'est trop présent, en fait,
je sais pas, je pense, je vais essayer de vous donner là dans la deuxième partie de ce rendez-vous des choses concrètes. Donc, on va en parler ensemble, mais il y a plein de choses qui sont à faire sur les pensées, le travail qu'on appelle un peu cognitif. Mais on va y revenir. Et puis, il y a plein de choses aussi à faire de comportemental, de yoga, de méditation, de rester dans le moment présent. Mais on va, à mon avis, passer aux trucs et astuces, on va dire, dans un second temps là. Ouais, bah, pour moi, la peur de la récidive, elle est normale. On est tous passés par là, moi y compris. Et je pense que déjà, de toute manière, quand on nous apprend qu'on a un cancer, c'est tellement inattendu, c'est tellement un choc, enfin, c'est tellement une étape en soi dans notre parcours de vie, que forcément, quand on arrive au bout de ce chemin-là, qui a pu être plus ou moins compliqué, avec des traitements plus ou moins lourds, avec une durée de traitement qui a été plus ou moins longue, forcément, quand on arrive au bout du chemin et que là, on nous dit, bon, bah, c'est bon, vous avez pu, on arrête les traitements, mais par contre, on rentre en phase de surveillance. Forcément, la question se pose mais en fait, je ne veux surtout pas que ça se reproduise à nouveau dans ma vie, parce que ça a été tellement des changements, ça a été tellement de perdre ses cheveux, enfin, moi, en tout cas, par exemple, j'ai perdu mes cheveux, j'ai eu une atteinte physique assez importante, et du coup, ça apporte tellement de changements qu'on se dit, me remettre dans la machine à laver et me remettre à tout changer et à tout chambouler dans mon quotidien, c'est tellement lourd et ça a été tellement physiquement et émotionnellement éprouvant que je n'ai absolument pas envie d'y retourner. Mais cette peur de la récidive, elle est légitime, elle est normale, on y passe tous. Après, effectivement, c'est d'arriver à jauger et à faire en sorte que ça ne prenne pas le pas sur tout le reste de votre vie, en fait, et que ça ne devienne pas obsessionnel. Donc effectivement, là-dessus, effectivement, l'outil que cite Fanny est une première piste, et je suis sûre qu'on va rentrer dans plus de conseils et d'astuces dans la suite de la conversation. J'ai vu également que Sandrine a envoyé un message. Sandrine dit, je suis très cartésienne et la peur est accrue en l'absence de statistiques. Je pense que ce serait plus facile si on me disait que le risque global est de X%. Actuellement, je me dis que mes chances sont fortes sans savoir mesurer, donc c'est compliqué. Eh ben, on rentre dans le concret. Donc, merci Sandrine pour cette question qui n'en est pas vraiment une. Mais eh bien, elle a beaucoup de chance d'être cartésienne parce que ça fait vraiment partie pour moi des astuces, des conseils en cas de peur dont on a l'impression qu'elle est pathologique. Il faut se débarrasser en fait des biais de pensée. Par exemple, un peu comme quelqu'un qui aurait peur des avions. Et ben, quand il va monter dans l'avion, lui, il va penser à un crash catastrophique et hyper sanglant, mais pas à la petite panne qui est finalement bien plus fréquente et qui nécessite juste de dérouter l'avion afin de faire des réparations. Bon, alors ben, là, déjà, l'idée de la récidive, il y a un espèce de truc pire des scénarios catastrophes, c'est tout noir et blanc, c'est sans nuance aucune. Si j'ai une récidive, j'ai un cancer généralisé, des métastases, je vais mourir à très court terme, etc. Donc déjà, il y a ce biais-là qui est un vrai biais dont il faut parler avec l'oncologue en termes de statistiques, comme vous le dites. Quel est mon risque? Et surtout, encore une fois, la récidive, elle n'est pas, comme l'accident d'avion n'est pas associé que au crash, mais aussi à des petits problèmes techniques qui sont résolus, la récidive, elle n'est pas associée forcément au pire des scénarios catastrophes. Donc ça, c'est hyper important d'être dans le concret et de regarder la probabilité de récidive, qui est souvent surestimée. N'oublions pas que c'est de plus en plus une sorte de maladie chronique, le cancer. Donc il est possible que vous surestimiez la probabilité de réapparition et aussi catastropher cette idée de la récidive. Et donc pour ça, il faut vraiment avoir un ou deux référents de confiance, en l'occurrence a priori son oncologue, avec qui on doit discuter, ben oui, statistiques, et si jamais je récidive, qu'est-ce que c'est la récidive, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, etc. pour éviter en fait, pour garder son objectivité. Je vous dis pas d'être positive à tout prix, c'est pas ça, mais juste de rester objective. Et je sais bien que c'est hyper difficile à faire. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez interroger votre oncologue sur le risque réel de rechute, de récidive, en quoi ça consiste, et puis vous pouvez l'enregistrer. Et puis quand la panique monte, et ben vous réécoutez ses propos pour vraiment rester
objectif ou objective. N'allez pas, quand la panique monte, chercher sur Internet, chercher l'histoire du voisin qui potentiellement a peut-être eu un peu la même maladie que vous, mais on n'en est pas sûr et que lui, il a eu des métastases, alors pourquoi vous n'en auriez pas? Non. Et on a tendance à interpréter quand on n'est plus face à son médecin et à se souvenir que du pire ou que du moins bon. Donc, s'il en est d'accord, c'est pas inintéressant d'avoir une séance enregistrée avec lui et vous la réécoutez pour que ça réponde de nouveau à vos questions quand le doute survient. Ouais, complètement. Complètement. Et rester sur des chiffres factuels, les oncologues, enfin voilà, sur les différentes aires thérapeutiques en oncologie, on a aujourd'hui des stats sur effectivement le risque de récidive qui peuvent vous partager. Je pense qu'ils partagent un niveau d'information au départ quand vous arrivez en rémission qui est de base. Et après, c'est à vous effectivement de continuer la conversation. Donc, si vous avez des questions, notamment cette question-là qui semble vous peser, parce qu'effectivement, vous vous définissez comme très cartésienne, bah, dans ce cas-là, si vous avez besoin de ces statistiques, n'hésitez pas à lui demander. En fait, il vous les partagera et il vous permettra aussi de nuancer le propos, de nuancer la perspective. Et encore une fois, je veux dire, le cancer, c'est 400 000 nouveaux cas par an en France. Sur 63 millions, c'est quand même pas grand-chose. Donc, on est déjà un peu des exceptions plus que la règle. Et sur cette histoire de récidive, c'est encore la même chose, en fait. Il peut annoncer des stats, mais derrière, est-ce que vous serez ou non dans ces statistiques? Personne ne peut le prédire. En revanche, ce qu'on peut prédire, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez profiter de la vie. Et cette phase de rémission, c'est aussi ça. C'est chaque 3 mois, enfin chaque étape entre chaque check-up, c'est des moments de vie que vous pouvez vraiment célébrer pour à nouveau reconstruire ou avancer dans ce que sera la suite de votre chemin. Et c'est aussi l'idée de se dire que bah, tous ces 3 mois, à la fois, c'est comme les deux facettes d'une même pièce, c'est à la fois se dire, merde, ils vont peut-être trouver un truc, ça me stresse à mort, ou potentiellement, tout va bien se passer, en fait. Et potentiellement, je vais avoir encore une bonne étoile qui va me dire, bon, bah voilà, c'est bon, j'ai encore 3 mois de plus. Et le prendre comme un bonus et se dire, bon, bah voilà, potentiellement, ils vont rien trouver. Et de vous mettre peut-être dans cet état d'esprit-là, ça peut aussi vous tranquilliser. En revanche, j'aime beaucoup le conseil de Fanny d'enregistrer avec l'accord de votre médecin, bien sûr, mais lors de ces rendez-vous, de l'entendre dire, tout va bien, on se redonne 3 mois, dans 3 mois, on se revoit, mais là, les examens montrent qu'il n'y a aucun risque de récidive. Vous allez bien, tous les feux sont au vert. C'est peut-être effectivement quelque chose que vous aurez besoin d'entendre quelques fois pour effectivement être pleinement tranquille. On a Arthur qui nous a aussi envoyé un petit message. Arthur nous dit, bonjour, j'avais 12 séances de chimiothérapie à faire. J'ai fait 10 séances, mais là, mon corps ne supporte plus la chimio. Mon oncologue m'a dit lundi, ce n'est pas grave, qu'on peut s'arrêter là, mais j'ai vraiment peur de la récidive. J'ai un scanner de surveillance à faire le 3 août. Ma quiétude, c'est de ne pas récidiver si je ne fais pas les 12 séances. Donc, je pense que son inquiétude, c'est de ne pas récidiver. Voilà. J'ai compris, ouais. Merci beaucoup, Anso. Bonsoir Arthur. Et alors, encore une fois, il faut faire confiance en son oncologue. Je pense que l'oncologue est aussi très évidemment tout à fait inquiet de la récidive d'Arthur ou pas, et que s'il décide qu'il y a plus de risques que de bénéfices à maintenir ces 2 séances de chimio, c'est que il le sait, c'est son travail, c'est son expertise, et que donc il a raison, et que là encore, il faut avoir un bon référent et garder son objectivité. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, je pense que, hélas pour Arthur, et encore une fois, c'est normal, même s'il avait eu ces 2 séances supplémentaires de chimio, il aurait quand même eu cette peur que ça rechute ou que ça récidive. Donc voilà, ce n'est pas les 2 séances qui vont faire la différence. Et le 3e point, mais moi je ne veux pas non plus, on l'a dit au début, on ne va pas trop parler de cas particuliers, mais en tout cas, je sais que la situation d'Arthur, elle n'est pas du tout exceptionnelle. Et moi, c'est quand même été très souvent que j'ai vu des patients, finalement, sur la fin du protocole de chimio, les risques qui deviennent vraiment, en fait, majeurs, les patients ne sont pas bien du tout, on est déjà au bout, et on avait un peu dit, on met ceinture et bretelles, mais la dernière séance ou les 2 dernières séances, elles ne sont pas du tout essentielles ou nécessaires. Et en fait, Arthur, bah, lui, il
il a la peur de la récidive, mais il n'a pas la peur de l'arrêt cardiaque ou de je sais pas quoi s'il continue ces 2 séances de chimio. Et ça aussi, il devrait en avoir peur, parce que ça aussi, c'est une réalité. Et ça peut arriver, la dénutrition, l'arrêt cardiaque, les troubles du bilan biologique, etc., etc. Et donc, si l'oncologue a décidé qu'il fallait arrêter maintenant, c'est qu'il faut arrêter maintenant. Et, et je te laisse compléter, ou je vous donne 2, 3 petits conseils encore, comme vous voulez. Oui, je suis très alignée avec toi. Je pense que, en fait, le diagnostic de départ, en fait, quand on vous annonce la maladie, effectivement, l'oncologue va dérouler derrière ce que va être le protocole de soins, donc ce que va être le traitement et ce qui va être mis en place. En revanche, rien n'est figé dans le marbre. Donc, c'est-à-dire que si au début, quand on vous a annoncé votre cancer, le médecin a ensuite dit, donc vous allez avoir 12 séances de chimiothérapie à faire sur les X mois à venir, en cours de route, forcément, c'est comme quand on a un rhume, une grippe ou n'importe quelle autre maladie. Si en cours de route, bah, les antibiotiques ne marchent pas ou qu'il y a, il y a des effets secondaires qui sont trop lourds pour le corps, on va réadapter les traitements. Et le rôle de l'oncologue est exactement là, de pouvoir évaluer l'impact que les traitements ont sur votre corps et donc aussi d'écouter votre corps quand des fois vous ne l'écoutez pas, parce que c'est aussi un risque en tant que patient de se cantonner à ce qui a été dit au départ et de ne pas écouter comment le corps réagit en cours de traitement. Et là, l'oncologue de dire, en fait, faites-lui confiance. C'est vraiment ce que dit Fanny. C'est lui le technicien de la maladie, c'est lui le technicien des molécules qui vont être données pour traiter ce cancer. Si aujourd'hui, il estime que les 10 sessions sont assez pour avoir complètement exterminé le cancer dans votre corps, c'est source de célébration. Je comprends l'inquiétude première de se dire, bah, je ne suis pas allée au bout du protocole, donc peut-être que ce sera une raison de rechuter, mais ça peut être aussi de se dire, cool, j'ai eu 10 sessions, j'en ai bavé, c'était lourd, c'était dur. Là, effectivement, mon corps ne supporte plus la chimio. Tant mieux que je n'aille pas au bout de ces 12 sessions qui auraient pu effectivement être beaucoup plus lourdes, encore Exactement. plus d'effets secondaires, de douleurs, de souffrances, qui là vont vous être épargnés parce que vous avez entre guillemets la chance ou en tout cas la possibilité de vous arrêter à 10 sessions. Et si votre oncologue juge que c'est possible, dans ce cas-là, faites-lui pleinement confiance et suivez le traitement comme il est recommandé là. Fanny, tu parlais de petits conseils et astuces en plus. Pour compléter et terminer, sauf s'il y avait d'autres questions en particulier, mais donc pour reprendre un petit peu de façon concrète, comment travailler sur cette peur de la récidive, parce que je pense que c'est ce qu'on attend aussi là de ces rendez-vous. Donc on parlait tout à l'heure des biais de pensée. Essayez toujours de bien regarder quels sont les biais que vous avez. On va toujours avoir tendance, comme je vous le disais, à penser au pire, ou à écouter juste le détail et à sortir le truc du contexte, ou à généraliser. Donc tout ça, essayez de le faire, mais vous pouvez le faire par écrit, par exemple. On note ses pensées par écrit, et puis après on les relit et on se dit, ah bah oui, là j'ai peut-être un petit peu exagéré. Là, j'ai vraiment pensé au pire et j'ai pas vu les bonnes choses. Là, je me suis focalisée sur un détail, etc. Essayez vraiment de travailler ces biais de pensée et j'en viens au point suivant, donc de bien garder son objectivité. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, finalement, être assez rationnelle, cartésienne, etc., c'est pas mal, parce que la probabilité de la récidive et le risque en cas de récidive qu'il se passe quelque chose de négatif, eh ben, il faut vraiment le faire de façon objective. Voilà. Et c'est vrai qu'on a tendance, et c'est normal, après un cancer, de trop écouter son corps et du coup d'être dans l'interprétation. Le moindre signal va être interprété. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, imaginons le mal de tête, c'est un symptôme classique, on a tous eu mal à la tête. Bon, et bien évidemment que ça va dépendre de l'histoire de la personne qui a mal à la tête. Si la personne, elle a eu un cancer quelques années avant, sa pensée, ça va forcément être j'ai une métastase cérébrale. Si c'est quelqu'un qui subit un peu du stress au travail, elle va se dire ah, j'ai mal à la tête, c'est psychologique, c'est parce que j'angoisse. À tous les coups, demain, je ne vais pas pouvoir faire ma présentation parce que j'aurai la migraine. Si on est en période de Covid, on va se dire ah, j'ai le Covid. Si la semaine d'avant, on est revenu d'un pays de vacances, d'un pays exotique, on va se dire oh là 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 là, j'ai chopé une maladie bizarre, j'aurais dû faire plus attention. Tout ça pour vous montrer qu'un seul événement qui est j'ai mal à la tête
va être soumis à plein d'interprétations selon le contexte. Et donc, c'est super important de toujours penser à recontextualiser. Et ça, vous pouvez vous appuyer sur votre oncologue ou sur un psy pour éviter ces biais de pensée permanents, parce que c'est ça en fait qui fait la peur de la récidive. On le disait tout à l'heure, le fond du problème, c'est que ça va être des personnes qui ne tolèrent pas l'incertitude. Mais hélas, l'incertitude, elle est présente, on ne peut pas y couper. Et donc, nous, en tant que psy, on va pas vous aider à ce que vos incertitudes deviennent des certitudes, parce que ça, on ne peut pas. On ne peut pas faire ça. En revanche, le travail à faire, c'est de vous aider à mieux tolérer cette incertitude et de ne pas toujours être dans le et si, et si, et si le cancer revient, et si je dois être hospitalisée dans l'urgence, etc. Donc, l'idée, c'est de vous dire oui, votre avenir, il est incertain, le mien aussi, celui d'Anne-Sophie, celui de Sarah, celui de tout le monde, mais bon, il va falloir apprendre à vivre avec ça. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez non-stop pensé à votre récidive pendant 5 ans que si elle vous tombe dessus, vous allez être mieux préparé. Est-ce que la peur évite le danger? Il y a un dicton qui dit que non. C'est pas parce que vous êtes inquiet, que vous avez peur, etc., que ça évite le danger. Est-ce que, on le disait tout à l'heure aussi, vous êtes dans une forme de rumination persistante ou vraiment dans une résolution de problème? Si vous êtes dans une résolution de problème, c'est bien. Si vous êtes dans un truc qui est juste de la rumination et qui sert à rien, en fait, l'idée, tout doucement, ce travail, il permet d'intégrer le fait qu'en fait, de se faire du souci, c'est inutile. Ça ne va pas éviter le danger, ça ne va pas éviter l'éventuelle récidive. Donc, ce que vous avez à faire, vous, c'est vos rendez-vous, vos bilans médicaux, écoutez votre oncologue, ne pas rater de rendez-vous, ne pas rater les bilans, ne pas rater les examens, etc. Ça, c'est de la résolution de problèmes. Problème potentiel, je vais peut-être avoir une récidive. Solution, je fais mes bilans. Oui, je fais tout ce qu'il faut pour effectivement me donner un Faut. maximum de chance. Évidemment, je ne parle même pas de l'hygiène de vie, l'activité physique, Plaisir, bien sûr. se faire plaisir, Ouais. dormir, arrêter la cigarette ou ne pas la reprendre, diminuer, voire arrêter l'alcool selon les recommandations. Bon, tout ça, c'est en votre pouvoir. Vous avez la main, ça, c'est sous votre contrôle. Et ça, vous pouvez le gérer. Et ça, c'est une certitude. Donc ça, faites-le. Mais en revanche, ce qui n'est pas sous votre contrôle, s'examiner sous toutes les coutures de façon constante, appeler son médecin tous les jours alors qu'il a dit que tout était OK, multiplier des examens, des scanners et des IRM à droite à gauche alors que c'est pas nécessaire et qu'on vous l'a pas prescrit, chercher sur Internet, etc. Toutes ces techniques pour essayer de vous rassurer, croyez mon expérience, en fait, elles ne vous rassurent pas du tout. Et c'est même en fait l'inverse. En fait, On va rajouter des questions, des doutes, des possibilités. exactement, la solution que les patients se trouvent pour se rassurer, c'est ça leur problème. Ouais. Plus ils essayent de se rassurer par des conduites je me palpe sous toutes les coutures et j'appelle mon médecin, et plus leur angoisse, en fait, elle monte parce que la réassurance, ça marche pas comme ça. Et j'allais même, moi, avec des patients, jusqu'à pousser le truc, pousser le trait, où je leur disais, ok, très bien, pendant 15 jours, vous allez vérifier tout non-stop. Vous faites tout ce que vous voulez, c'est open bar de la vérification, 10 fois par jour, vous appelez les médecins, vous passez vos scanners, vous retournez faire vos prises de sang, vous regardez dans la glace matin et soir, allez-y, vous faites ça pendant 15 jours, et dans 15 jours, on le fait point, on regarde si votre angoisse, elle a diminué. Et puis après, ça va être mon tour, pendant les 15 jours d'après, vous allez vous forcer à rien faire. Vous faites aucun check, vous appelez pas votre médecin, sauf si c'était prévu, mais vous faites pas de prise de sang, vous regardez pas devant la glace, etc. Et vous regardez la différence dans l'angoisse. Et moi, je peux vous mettre ma main à couper qu'en fait, les patients qui ont tout le temps vérifié, à la fin, ils sont plus anxieux. Ouais. Écoute, dans la veine de ce que tu partages, on a un partage d'Isabelle qui
nous écrit, qui nous dit: le positivisme est une part très très importante dans une guérison ou tout simplement dans une philosophie de vie. Driller son cerveau est essentiel. Profiter des moindres petits bonus de la vie au jour le jour, ne pas se prendre la tête et la force sera mieux recentrée pour se battre. Comme je dis toujours, la partie n'est pas perdue tant qu'elle n'est pas finie. Je suis décédée 2 fois et je suis encore battante, même si les médecins ne savent pas comment j'ai pu sortir de là. Moi, je reste certaine que l'esprit est plus fort si on l'incite réellement. Donc ça, je trouve que c'est très puissant et que ça peut être source d'inspiration pour certains qui nous écoutent ce soir. Ah Euh, ouais. et dans la foulée, Didier nous a écrit en nous disant: bonjour, je commence ma 10e séance de chimio sur 12. Consciemment, j'ai l'impression de bien gérer, mais inconsciemment, quelques jours avant une nouvelle chimio, je ressens de plus en plus de nausées et d'effets secondaires inexpliqués, comme si inconsciemment, je ressentais déjà ce que la chimio induit. J'ai donc peur qu'il se reproduise la même chose après traitement, avec cette peur inconsciente de la récidive. Merci de votre aide. Alors déjà, merci beaucoup à Isabelle. Didier, là c'est Didier. Non, mais la Ah, personne d'avant, Didier. Ouais, la Isabelle. personne d'avant, c'était Isabelle, donc je voulais juste la remercier pour son témoignage et juste faire un tout petit mot sur le positivisme. En fait, ce qu'on appelle le positivisme, c'est pas la méthode Coué et de se dire tout va bien, alors que on est malade, par exemple. Ça c'est pas bon. Le positivisme, en fait, c'est l'objectivité, c'est-à-dire penser peut-être au pire, mais aussi au meilleur, prendre les mauvaises choses, mais aussi les bonnes choses, avoir une bonne balance entre ce qui est négatif, mais aussi ce qui est positif, parce qu'on a souvent tendance à minimaliser tout ce qui est positif. Donc, merci Isabelle pour le témoignage. Quentin Didier, vous souffrez d'un symptôme assez fréquent lors de la chimiothérapie. On n'est pas là pour faire du diagnostic en ligne, mais malgré tout, un petit coup de main. Ça s'appelle les nausées anticipatoires. Les nausées anticipatoires, c'est en fait l'anxiété qui va provoquer les nausées avant même que la séance de chimio arrive. C'est quelque chose de commun, d'assez fréquent, Didier. Il faut pas, voilà, c'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Ça se traite, ça se travaille. Il faut que vous en parliez avec votre équipe soignante des nausées anticipatoires. Et en fait, ce sont des véritables nausées. Hein. C'est vraiment, je minimise pas, ce sont des vraies nausées, mais provoquées par le cerveau qui va avoir peur de la prochaine cure de chimiothérapie et qui va vous donner des symptômes physiques. Donc finalement, c'est pas tant la nausée qu'il faut travailler, mais l'anxiété. Et donc là, la récidive de ces nausées. Et donc, il faut travailler l'anxiété. Ça peut être avec de la méditation, avec de la relaxation avant les séances. Mais déjà, rien que de poser les mots et qu'on puisse vous dire, Didier, ce sont des nausées anticipatoires, c'est rien, c'est pas grave. Et maintenant, quand vous allez avoir un peu la nausée, eh ben, vous saurez vous dire, ah, bah tiens, je sais, c'est les nausées anticipatoires. Bon, j'écoute pas trop. Hein, je me recale sur mon truc, je sais ce que c'est, je me remets dans l'ici et le maintenant, et puis on verra ça plus tard. Et vous allez voir qu'une fois que vous allez savoir ce que c'est, finalement, ça va disparaître. Et puis essayez de trouver des techniques pour vous désangoisser les veilles de chimio, comme la méditation, par exemple. Sur l'appli Résilience, il y a un super programme d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'en profite, Fanny, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur les programmes sur lesquels tu travailles aujourd'hui pour Résilience? Bah oui, bien sûr, ça va dans la lignée de ce que disait Didier, parce que j'en touche un mot des nausées anticipatoires. On travaille en ce moment sur 2 programmes dans Résilience, un programme sur la fatigue et un programme sur l'anxiété. Ces programmes, ils seront en accès dans l'application, on l'espère, fin d'année 2023, tout début 2024. Donc, ce sont des programmes de plusieurs semaines qui vont vous aider à gérer votre symptôme de fatigue ou à gérer votre symptôme d'anxiété. Il y a des podcasts, il y a des vidéos, il y a des exercices pratiques, il y a des articles qui ont été rédigés par moi-même. Et donc, vraiment, n'hésitez pas à aller regarder dans quelques mois ces programmes. Et d'ailleurs, je pense qu'on fera sans doute le prochain rendez-vous résilience sur le sujet de la fatigue chronique, parce que ça, c'est un sujet assez fréquent lorsqu'on est atteint de cancer. Voilà, mais à compter de la fin d'année, vous aurez 2 programmes. Le programme de fatigue, il dure 7 semaines. Le programme d'anxiété, il dure 8 semaines. Et vraiment, j'espère que ça va pouvoir vous apporter plein de trucs et astuces pour gérer ces symptômes. Et ces programmes sont des programmes de thérapie brève qu'on appelle thérapie comportementale et cognitive et qui vont vous aider à prendre conscience à la fois des mécanismes qu'on a dans la tête et qui se mettent en place de manière inconsciente, à la fois pour prendre conscience de vos comportements et des émotions que ça provoque en vous. Pourquoi? Pour pouvoir derrière vous permettre de trouver
on va vous apporter derrière plein d'outils pour vous permettre de déjouer ces mécanismes automatiques pour jouer sur ces symptômes de fatigue ou d'anxiété et vous permettre une meilleure qualité de vie. Donc, comme disait Fanny, effectivement, ces programmes qu'on pourra retrouver en fin d'année et qui pourront vous permettre aussi d'avoir des clés sur ces sujets de fatigue et d'anxiété. On avait un petit message de Christelle qui nous disait qu'elle a Attends, juste Anne-Sophie, pour dire, juste pour en terminer sur ces programmes, si vous voulez les tester en avance de phase, si vous ressentez de l'anxiété, si vous vous sentez très fatigué et que ça vous embête, et si vous voulez les tester avec nous, n'hésitez pas, on peut vous inscrire pour les faire, pour que vous les testiez, c'est entièrement gratuit bien sûr. Et en ce cas, il faut envoyer un petit mail à Anne-Sophie, je pense. Voilà, c'était juste ça. Exactement. Exactement. Et Christelle nous disait donc, je n'arrive pas à trouver un lien pour le questionnaire IPRC dont tu faisais référence tout à l'heure, Fanny. Ce que je propose, c'est on vous mettra le lien de ce formulaire dans le replay de cette vidéo. Donc, à partir de demain ou après-demain, vous aurez effectivement accès à ce replay sur YouTube. Et dans le descriptif de la vidéo, nous vous mettrons le lien de ce questionnaire. Oui, 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 je vais l'ajouter, d'accord. J'ai toujours l'impression que c'est simple à trouver, moi, parce que j'ai l'habitude à force. Mais effectivement, c'est peut-être pas si facile, donc je vais ajouter ça. Et peut-être donc alors pour terminer, sauf si on a encore une question ou quelque Non, chose, j'allais pour t'inviter terminer, effectivement à conclure. je rejoins ce que tu disais, Anne-Sophie, de vraiment vous mettre dans ce qu'on appelle la thérapie de l'ici et du maintenant. À quoi ça sert de penser à ce truc-là ici et maintenant? Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que ça ne m'est pas utile? Et si ça ne m'est pas utile, alors vraiment, on prend le temps de savourer le moment présent. On décroche des petits soucis du quotidien qui sont en fait un peu du bruit de fond de la vie. On se reconnecte à l'essentiel, au moment présent. On se pose, on entraîne sa mémoire, sa concentration, on fait plein de choses pour se sentir bien dans son corps, dans son esprit, parce que là, pour le coup, on a véritablement une action sur la peur de la récidive. Et moi, je voudrais terminer par une petite citation que j'aime beaucoup, et je te laisserai le mot de la fin. Bon, c'est pas moi, hein, c'est le Dalai Lama qui l'a dit, ça. Et il dit, il n'y a que 2 jours dans l'année où rien ne peut être fait. L'un s'appelle hier et l'autre s'appelle demain. Aujourd'hui est donc le bon jour pour aimer, croire, faire et surtout vivre. Et ben moi, je crois beaucoup à cette citation. On ne peut pas faire grand-chose d'hier ni de demain. Donc, ce qu'on doit faire, c'est le faire aujourd'hui. Et on vous la rajoutera aussi, cette petite citation, en plus du questionnaire. Ouais. Bah, je vais aller dans la continuité de ce que tu viens de dire. Moi, j'ai une amie qui m'a toujours remonté le moral quand j'avais des moments un peu de doute ou de questionnement ou d'inquiétude et de me dire, mais en fait, il n'y a qu'aujourd'hui qu'on peut profiter. En fait, on ne sait pas ce que demain sera fait. Ça se trouve, tu traverseras la route et tu te feras renverser ou il se passera des choses X ou Y. En fait, le cancer, oui, est là aujourd'hui dans votre vie, mais on ne sait pas ce que sera demain. En revanche, aujourd'hui, on sait ce qui se passe parce qu'on est là et on le vit. Et du coup, elle me disait, moi, quand ces idées noires ou quand ces idées viennent me parasiter la tête, je reviens à ce que je ressens, à ce que je vis, à ce que je vois, à ce que je touche, à ce que j'ai autour de moi, de s'émerveiller d'un plat mijoté par ses proches ou d'aller au resto ou de passer un moment pour aller se balader et aller redécouvrir la nature et tout ce qui nous entoure. Parce que bien souvent, on prend souvent les choses qu'on a autour de soi comme acquises. Et en fait, de pouvoir avoir ce regard nouveau et de se dire, elle me disait tout le temps, chaque jour est un cadeau que j'ai envie de savourer au maximum. Et je trouve que c'est assez juste dans la continuité de la citation du Dalai Lama que de revenir à c'est quoi aujourd'hui, c'est quoi maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui va venir me nourrir, me faire du bien, nourrir mon âme, nourrir mon cœur. Et je pense que c'est là-dessus qu'on a envie de finir, de rester dans cette logique-là de il y a le futur, il y a le passé, mais là où on a envie de se concentrer, c'est aujourd'hui, c'est là maintenant. Et là, maintenant, c'est le questionnaire. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer, Anne-Sophie, parce qu'on va Voilà. l'oublier. Et là, le Non, secret exactement. résilience de Voilà. lycée du maintenant 19h29, c'est s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous remplir ce petit On questionnaire? va vous partager effectivement les petites questions de sondage comme j'évoquais au début. Et on Voilà. vous invite effectivement à pouvoir les compléter puisque vos retours sont précieux pour nous. C'est un rendez-vous voilà, qu'on fait maintenant depuis 3 mois. Un rendez-vous par mois. On vous donne un nouveau rendez-vous en août pour parler de la fatigue.
Et exceptionnellement, ce sera Céline Lazorte qui me remplacera. Donc Céline qui est la cofondatrice de Résilience et qui me remplacera pour ce live aux côtés de Fanny pour parler de fatigue chronique et cancer. Donc, on vous laisse quelques minutes pour remplir ces 3 petites questions. Oui, N'hésitez merci pas, sentez-vous Fabienne. libre dans les thématiques que vous souhaitez qu'on aborde. C'est aussi par vos retours qu'on va pouvoir élaborer la suite de ces rendez-vous. Et on espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, on a été, enfin, personnellement, j'étais très heureuse à nouveau de pouvoir mener cette conversation, d'être aux côtés de Fanny. J'espère que nos retours croisés ont aussi pu venir enrichir vos réflexions et l'approche que vous aviez du sujet. Delphine nous dit dans le chat, merci de tout cœur, c'était vraiment super. Réponse concrète, échange très humain, cœur à cœur. Ah, merci Delphine, merci Merci beaucoup. Delphine. Morgane, elle va être tellement fière de moi parce que j'ai pensé au questionnaire. Eh ben, écoutez, en tout cas, on espère voilà, que vous avez passé un bon moment à nos côtés. Cette heure a été riche en échanges et en partage d'expériences. Merci à tous ceux qui ont osé poser des questions parce que ce n'est pas Oui, forcément merci évident beaucoup. de sauter dans le grand bain et de nous envoyer vos questions. Donc, Merci. merci à tous ceux qui sont venus enrichir cette réflexion commune. Et puis moi, je vous invite le mois prochain à venir au prochain rendez-vous sur effectivement la fatigue chronique qui est très spécifique. C'est vraiment un type de fatigue quand on fait face au cancer, qui n'est pas la fatigue habituelle qu'on peut connaître. Et Fanny a d'ailleurs plein de conseils et plein voilà, de Et retours voilà. à donner sur ce sujet. Et n'hésitez pas à écrire à Anne-Sophie si vous avez envie de bénéficier d'un des programmes ou si vous avez des sujets. Et nous, on va tout vous compléter dans le replay, le questionnaire, etc. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir supporté pendant 1 heure. À bientôt. Sandrine dit merci aussi. Donc effectivement, bah, on vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée, bon repas, bon apéro. Et puis on vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.